Bonjour à tous, donc Séverine Allegra. Je vais prendre la parole aujourd'hui au nom de l'équipe microbiologie de EVS, site stéphanois, donc EVS ISM. Mes collègues Françoise Girardot et Audrey Vanov sont avec moi et nous avons aussi deux stagiaires de master avec nous, Sébastien et Romain. Alors, nos activités de recherche se focalisent sur l'analyse et le suivi des micro-organismes dans le contexte des changements environnementaux. Au sein de EVS, qui est très multidisciplinaire, on participe à deux ateliers qui sont l'atelier santé-environnement et socio-écosystème. Dans les mots-clés de nos activités de recherche, il y a l'eau et la ville qui ressortent. Là, aujourd'hui, je vais faire un petit focus sur Legionella, parce que c'est vraiment la dynamique des légionelles en ville. C'est là où on va retrouver le plus d'épidémies liées à cette bactérie. On travaille aussi à la campagne, notamment actuellement sur le lac de Devecey, la problématique des cyanobactéries. Donc aujourd'hui, focus sur notre projet qui s'appelle LegioDream. Alors c'est un projet sur lequel on travaille depuis 2006. Donc LegioDream, c'est les Legionella du réservoir environnemental à la muqueuse respiratoire humaine. Alors pourquoi on travaille sur cette bactérie? Parce que c'est une bactérie qui est présente dans l'eau, donc à la ressource. À la ressource, elle est présente soit libre, soit à l'intérieur d'amibes. Elles ont la capacité de résister à la digestion par les amibes et donc de se protéger de conditions environnementales un petit peu drastiques. Une fois que les conditions sont favorables, elles peuvent reproliférer et se retrouver libres dans l'eau. On retrouve ces bactéries dans les biofilms, donc dans les réseaux. C'est une bactérie qui peut provoquer une pathologie qu'on appelle la légionellose. Il n'y a pas de contamination interhumaine. C'est une maladie qu'on va contracter par inhalation d'aérosols donc chargés en légionelles. Une fois que ces légionelles arrivent au niveau de nos poumons profonds, elles vont rencontrer nos cellules immunitaires qui sont des macrophages alvéolaires qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à les amibes dans l'environnement. Donc, rassurées dans cet environnement, elles se font aussi phagocyter par le macrophage, mais elles possèdent la capacité de résister à la phagocytose. Et là aussi, elles vont se multiplier en fait dans les macrophages alvéolaires, en faire éclater la cellule et vont infecter le poumon. Deux types de pathologies, soit une fièvre de Pontiac, qui est une grippe, syndrome grippal, qui va passer en 2-3 jours, soit une légionellose, donc qui peut être une pneumopathie mortelle dans 10% des cas. Problématique de santé publique nationale et internationale. Si on prend la France, depuis qu'on a découvert et qu'on sait identifier cette pathologie, on a en moyenne 1500 cas de légionellose par an en France, jusqu'en 2017. Alors le 2017, c'est aussi une date où on a commencé à avoir des problèmes sur le lac de Devecey, le problématique des cyanobactéries. C'est une date qu'on retrouve pas mal au niveau des changements climatiques. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait discuter. Donc en 2017, on est passé à plus de 2000 cas de légionellose par an en France. Période Covid, petite redescente, normale, nous étions confinés chez nous. Et puis 2021, on remonte à plus de 2000 cas aussi. Aux États-Unis, depuis 2017, la légionellose est devenue la première cause d'épidémie liée à l'eau. Cette bactérie, alors les épidémies sur les systèmes d'aérosolisation, la plupart des épidémies sont liées aux tours aéro-réfrigérantes. On voit aussi en deuxième position les douches, surtout dans les bâtiments publics, gymnases, hôpitaux, maisons de retraite. On a en plus, alors pas pour les gymnases, normalement les gens sont en forme, mais hôpitaux, maisons de retraite, on peut avoir quelques problèmes immunitaires. Et puis, depuis 2017, on voit aussi de nouveaux cas d'infection par les brumisateurs des terrasses de café ou de restaurants, notamment en Espagne, brumisateurs d'autoroute, les car washing, enfin là où on peut laver notre voiture avec des Karcher. Voilà, c'est des nouveaux systèmes de contamination qui existent. Je vais vous parler donc rapidement sur les diapos suivantes un petit peu de nos travaux sur le réservoir environnemental, sur l'exposition humaine, et puis je vais terminer par nos projets actuels qui sont vraiment d'essayer d'analyser la dynamique des légionelles de la ressource jusqu'au robinet du consommateur. Au niveau du réservoir environnemental, la problématique
qui a été soulevée, c'était la problématique des VBNC, bactéries viables non cultivables. Les légionnelles sont un modèle pour ce type de forme physiologique de bactéries. C'est-à-dire quand on prend un échantillon d'eau, on a une épidémie en légionnelle, on prend un échantillon d'eau, on le met sur nos milieux de culture, parce que la culture c'est la seule, encore aujourd'hui, technique normalisée et réglementaire dans le monde. Donc on prend notre échantillon d'eau, on le met sur une gélose, on a une épidémie, mais on ne voit aucune colonie de légionnelle. Donc on se dit c'est bizarre, il n'y a pas de légionnelle, mais il y a des épidémies de légionnelle. On prend le même échantillon d'eau, on le met en présence en co-culture d'amibes pendant 2-3 jours, on remet sur un milieu gélosé légionnel, et là on voit apparaître les colonies. Donc c'est ce qu'on a appelé les bactéries vivantes, elles sont là, mais en premier abord, sans contact avec les amibes, on n'a pas trouvé encore la recette du milieu de culture qui permet de les faire développer sur le milieu gélosé. Donc on a pensé beaucoup à l'époque. Donc là, on est 2006, 2008, 2010, à cause de cette proportion de VBLC, c'est pour ça qu'on sous-estime la concentration réelle des légionnelles et que du coup, on a ces 1500 cas récurrents de légionellose en France. Donc nos travaux se sont dirigés vers l'optimisation ou le développement de nouvelles méthodes. J'ai eu l'opportunité de participer à 2 groupes d'experts. Donc en 2010-2011 à l'ANSES, où on a produit une sorte de catalogue sur les techniques existantes de détection et de quantification des légionnelles. On a participé donc à la conception d'un test de séparation immunomagnétique pour améliorer la détection des légionnelles, et on a mis en place un test de cytométrie en flux. Et puis j'ai été sollicité aussi pour participer aux nouvelles réglementations sur la réutilisation des eaux et la nouvelle directive eau potable par rapport aux paramètres légionnels qui va maintenant être déterminé à la ressource en entrée de stations de potabilisation, également au storage. Différentes collaborations ont été nécessaires pour la séparation immunomagnétique avec l'université de Dresden en Allemagne. On collabore toujours avec l'équipe de Michel Prévost à l'Université technologique de Montréal. On a travaillé aussi beaucoup sur les bâtiments thermales. Un gros souci des légionnelles, puisqu'on aérosolise beaucoup de l'eau un peu chaude, et Aix-les-Bains possède des souches originales de légionnelles. Et puis on est toujours en contact avec le Centre national de référence des légionnelles, Sophie-Jean. Au niveau de l'exposition humaine, la problématique c'était la représentativité par rapport à la vraie vie. Jusqu'à présent, beaucoup de tests en laboratoire sur différents modèles animaux, du rat au chimpanzé, cobaye, peu représentatifs. Donc on a voulu essayer d'aller regarder un petit peu plus ça. On a collaboré donc avec l'école des mines de Saint-Étienne, l'équipe de Jérémy Pourchet. On a développé 2 modèles expérimentaux pour se rapprocher vraiment le plus de l'exposition humaine réelle. Donc un modèle de tête humaine, un modèle de poumon de porc, donc le tout branché à 15 respirations par minute, ce qui correspond à la respiration normale d'un homme moyen. On a pu, grâce à ces modèles-là, montrer que, on disait, le risque légionnel, c'est aérosol de 5 micromètres, jusqu'à une certaine date. En fait, non, il est beaucoup plus bas, puisqu'on a montré que dès 262 nanomètres de diamètre, on a des aérosols qui sont générés, qui peuvent contenir donc une légionnelle, et qui peuvent atteindre le poumon profond. Que les systèmes d'aérosolisation ne modifient pas la viabilité des légionnelles dans le réseau d'eau. Ce qui veut dire que si, lorsqu'on prend une douche dans notre réseau d'eau, on a 1000 légionnelles par litre, on peut être tranquille, il y en a moins d'une qui risque d'arriver au poumon profond. Donc la réglementation qui a été mise en place dès 1993 était pas si mauvaise que ça. Lorsqu'on est sur les tours aéro-réfrigérantes, le seuil réglementaire c'est 10 puissance 5. À ce moment-là, si on passe au mauvais endroit au mauvais moment, on peut inhaler une vingtaine de bactéries qui peuvent atteindre le poumon profond. Ce que j'ai appelé projet dérivé, c'était suite à ces travaux sur les aérosols, qui ont fait qu'on a été contacté par 2 sociétés privées au moment du Covid, Sylvania et Gabapulse, pour tester l'efficacité de leur purificateur d'air. Je ne vais pas en parler plus.
on a été aussi contacté par l'Université de Lausanne, là pour tester 2 modèles de douchettes par rapport à la problématique légionnelle. Est-ce que les douchettes économes en eau permettent de prévenir le risque légionnel? Le système fragmentant beaucoup plus l'eau, pour pouvoir économiser de l'eau, est-ce que ça a un impact sur la viabilité des légionnels? Alors ce n'est pas le cas. Par contre, lorsque on prend une douche avec ce type de douchette, on économise de l'eau. Forcément, si à même durée de douche, on a moins de risques avec une douche économe en eau. Donc pour terminer, nos projets actuels, donc dynamique des légionnels appliquée sur la ville de Saint-Étienne. Rapidement, donc Saint-Étienne, on a 2 ressources superficielles, barrage de la Valette, barrage Padriguio, une conduite forcée de chaque côté qui amène l'eau à la station de potabilisation. L'eau est distribuée dans toute la ville. Pour l'eau usée, réseau rouge, on a un réseau unitaire qui arrive directement en station de traitement des eaux usées. Les eaux pluviales tombent dans le Furan, qui lui aussi, par temps de pluie, une partie du Furan est traitée par la station de traitement des eaux usées. Et sinon, le Furan continue et l'eau traitée est rejetée aussi dans le Furan aval. Alors, l'objectif, stratégie à la ressource. L'objectif, c'est de déterminer s'il y a présence de légionnels associés ou non à des amibes. Donc là, on a une problématique au niveau de l'optimisation des techniques. Et puis, le deuxième questionnement qu'on se pose à la ressource, c'est est-ce que, avec les changements climatiques, on a des variations qualitatives, quantitatives, sur un suivi annuel et saisonnier, en regardant des variations de température, d'humidité, de zone chaude, de courant chaud. Donc là, on utilise un binôme drone aquatique, drone aérien. On a la chance, je ne l'ai pas dit, mais on fait de l'enseignement à l'IUT de Saint-Étienne, en département génie biologique, parcours sciences de l'environnement et écotechnologie. Et on a une collègue, Émilie Bruyère, qui est pilote de drone. Donc c'est très pratique. Hop. Au niveau du traitement de potabilisation, est-ce que les légionnels qui sont en entrée de station sont les mêmes qu'en sortie? Si oui, quel est l'impact du rôle des abîmes dans cette résistance? Là, la collaboration, alors je ne l'ai pas dit, mais pour tous ces projets, on est forcément obligé d'avoir une collaboration avec Saint-Étienne Métropole et les accords de Saint-Étienne Métropole, puisque ce sont eux les propriétaires de la ressource en eau sur la métropole stéphanoise. Du coup, les gestionnaires d'eau, Suez et SOR. Une des problématiques qu'on a eues, c'est que jusqu'à l'année dernière, c'était Suez qui s'occupait de la ressource et de la potabilisation, et SOR de l'eau usée. Depuis l'année dernière, c'est SOR qui s'occupe de la ressource et de la potabilisation, et Suez des eaux usées. Donc, c'est une problématique à gérer. Enfin, du fait que nous sommes à EVS, on a l'opportunité d'avoir des collègues géologues, géographes, historiens, sciences humaines et sociales. Et on a commencé à travailler sur, en fonction des bâtiments contaminés sur la ville de Saint-Étienne, est-ce qu'il y aurait des liens avec, par exemple, le niveau socio-économique des quartiers ou tout type de paramètres. On travaille aussi sur les différents réservoirs, les traitements qui sont faits au niveau des réservoirs. Donc là, la problématique, c'est multi-acteurs, la ville de Saint-Étienne, les gestionnaires d'eau, Saint-Étienne Métropole. Je ne reviendrai pas sur les polémiques entre les mairies et la métropole, en fonction des dirigeants. ARS, Santé publique France, le CNRS et le CHU, qui eux sont plutôt faciles d'abord, mais on a le problème des données confidentielles. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. Terminé. Depuis un an, je suis également vice-présidente déléguée RSE pour l'université Jean Monnet, Saint-Étienne. Et juste pour lancer les débats, il va falloir qu'on prenne en compte les nouveaux critères d'évaluation de l'ANR, de la HCERS, par rapport au plan climat-biodiversité qui a été dévoilé fin janvier de cette année. Et notamment pour la recherche, c'est-à-dire prendre en compte dans nos projets comment on va faire la science ouverte, quelle éthique, la gestion des données, la transparence et tout autre thème qui vont aller avec. Merci de votre attention.